Des époques difficiles, comme nous traversons aujourd'hui, avec cette dérive totalitaire, ce sont des époques de destruction radicale. C'est-à-dire que la société s'enfonce dans la guerre et dans l'autodestruction. Je crois que c'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister. Cela fait longtemps aussi que nous sommes dans la société du spectacle, pour reprendre les termes célèbres de Guy Debord. Qu'est-ce que c'est la société du spectacle? C'est une société perverse qui ne valorise plus la discipline, qui ne valorise plus l'effort ni l'être, mais qui valorise la séduction, la consommation et l'avoir. Aujourd'hui, nous appelons démocratie un système d'oligarques, voire de plutocrates, un gouvernement des riches, qui pratique la stigmatisation, l'inégalité de droits sur les masses, qui accepte que certains citoyens puissent avoir des droits que d'autres n'auraient pas. Les masses étaient prêtes à ce totalitarisme. Elles étaient prêtes, elles ont demandé et elles en redemandent. Bonjour Ariane Biran, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes docteur en psychopathologie et philosophe. Vous vous intéressez notamment à la philosophie morale et politique. Vous êtes spécialisé également dans l'étude de la manipulation, des déviances du pouvoir, de la perversion, de la paranoïa et du harcèlement. Vous avez écrit plusieurs livres en lien avec ces questions et vous venez de publier un nouvel ouvrage intitulé Chroniques du totalitarisme, un livre que vous avez auto-édité et qui rassemble les chroniques que vous avez publiées au cours de l'année 2021, ainsi que plusieurs articles qui traitent également du phénomène totalitaire, notamment sous le prisme de la crise sanitaire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger ces chroniques du totalitarisme? Bonjour, merci pour l'invitation. Ces chroniques, c'est d'abord venu naturellement à la faveur d'une idée de Slobodan Despot qui m'avait suggéré d'écrire des chroniques à la suite d'une première série en 3 volets, qui est d'ailleurs dans le livre, que j'avais publié dans l'Antipresse et qui était intitulé Psychopathologie du totalitarisme, c'est-à-dire une espèce de tableau général de compréhension des mécanismes de psychologie de masse dans le totalitarisme. Et donc, je les ai écrites d'abord dans l'Antipresse. J'en ai écrit 8 en 2021, une neuvième en 2022 qui va paraître à part parce que je l'ai augmentée. Elle va s'intituler International Nazi. Et j'y ai commenté des moments forts de l'année 2021 de mon point de vue. Donc, je pense que ça a ponctué, voilà, et c'était très important pour moi de les compiler dans un témoignage de cette année 2021. J'aurais aimé les poursuivre, mais j'ai surtout du manque de temps. Notamment, il y a une chronique que j'aurais aimé et j'aurais dû faire concernant en 2022 l'arrestation de maître Virginie Perron-Vecchia, qui marque un autre palier dans la répression de la résistance à ce que nous vivons. Et donc, dans ce livre, j'ai également rajouté des interventions que j'ai faites en 2021, notamment l'expertise pour l'avocat Rainer Fulmich, donc 2021-2022, d'autres articles aussi sur ce que nous vivons, ce que nous avons vécu en 2020-2021, et aussi l'intégralité de l'interview de Pierre Barnerias pour DUP, qui m'a gentiment donné l'autorisation pour qu'elle y figure. Voilà, donc l'idée, c'est un recueil de témoignages de ce que nous avons vécu en 2020-2021. Alors justement, le premier texte qui figure dans votre ouvrage et dont vous parliez, c'est la transcription de cet entretien que vous avez accordé à Pierre Barnerias et qui s'intitule Le totalitarisme et le choix de la vie héroïque. Pendant cet entretien, vous expliquez que les événements qui se sont déroulés pendant la crise sanitaire sont, je cite, le symptôme d'une dégénérescence dans laquelle nous sommes depuis très longtemps. Alors, en quoi notre société faisait-elle déjà l'expérience d'une forme de dégénérescence avant l'irruption de la crise sanitaire? Et est-ce que finalement l'émergence du phénomène totalitaire est le produit d'une société qui est malade et qui a perdu ses repères? Oui, absolument. Je crois que le sens de la dialectique dans l'histoire de Hegel est au fond le suivant. Les époques difficiles vont créer des hommes forts qui eux-mêmes vont concevoir des sociétés plus justes et plus faciles à vivre dans lesquelles les hommes vont perdre de leur vigueur et de leur vigilance. Et ces sociétés dégénèrent et s'avachissent en raison de la faiblesse des hommes qui les constituent, parce qu'ils ne rencontrent plus d'épreuves qui les fortifient. Et elles sombrent donc dans la destruction et
c'est le moment de l'émergence des époques difficiles. Donc, les époques difficiles, comme nous traversons aujourd'hui, avec cette dérive totalitaire, ce sont des époques de destruction radicale. C'est-à-dire que la société s'enfonce dans la guerre et dans l'autodestruction. Je crois que c'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister. Lentement ou pas, mais sûrement. J'ai travaillé dans mes études sur la notion de civilisation malade avec Nietzsche, et Nietzsche avait mis en lumière qu'une civilisation malade, c'est une civilisation qui valorise le ressentiment, c'est-à-dire en fait, en d'autres mots, la haine. Et cela s'accorde parfaitement avec la pathologie paranoïaque dont j'ai amplement parlé à différentes reprises, et notamment voilà, dans mon livre Psychopathologie de la paranoïa. Et le rapport de la paranoïa, qui est la pathologie collective des phénomènes totalitaires, c'est un rapport à l'autre qui est fait de méfiance et de haine. Et cela concorde tout à fait avec les discours que nous avons pu entendre contre des catégories de population. Des discours de haine, par exemple, l'année dernière, envers les non-vaccinés. Cela fait longtemps aussi que nous sommes dans la société du spectacle, pour reprendre les termes célèbres de Guy Debord. Qu'est-ce que c'est la société du spectacle? C'est une société perverse qui ne valorise plus la discipline, qui ne valorise plus l'effort ni l'être, mais qui valorise la séduction, la consommation et l'avoir. C'est une société qui confond l'artificiel et l'authentique, qui vit de relativisme. C'est-à-dire que la vérité vaut le mensonge, le bien vaut le mal, et qui ne recherche que le plaisir immédiat. Donc ça, c'est, du point de vue de la psychologie, c'est l'impasse totale du narcissisme, c'est-à-dire que c'est le sentiment de se suffire à soi-même, l'absence d'exigence et l'évitement de toute frustration. Alors, concernant ce que nous traversons, il y a la question de la novlangue, c'est-à-dire, on l'a vu avec la langue du covidisme, ça j'en parle très abondamment dans le livre que j'ai écrit avec Vincent Pavant, Le débat interdit. Cette novlangue, c'est-à-dire ce trafic, cette corruption de la langue, pour les stoïciens, donc la philosophie stoïcienne, c'est l'indicateur d'une dégénérescence morale. C'est-à-dire que c'est la corruption morale qui précède celle de la langue. C'est-à-dire que c'est parce que nous nous laissons gagner dans nos sociétés par une corruption morale que nous acceptons que notre langue se corrompe. Et finalement, je trouve que nous vivons dans une société depuis un certain temps, depuis des décennies, on voit le mouvement de fond s'opérer, qui nous enjoint chaque jour d'être davantage tolérants vers les perversions. Et je pense qu'il n'est pas dans notre intérêt d'être tolérant envers les perversions. À cela s'ajoute un avachissement intellectuel, culturel et moral, lequel a été savamment organisé, par exemple, dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Cela fait plus d'une trentaine d'années que des enseignants nous ont alertés. J'aime bien citer Liliane Mursa, et j'invite nos auditeurs à lire ses livres, notamment La destruction de l'enseignement élémentaire et ses penseurs. Aujourd'hui, Brigelli va nous parler de la fabrique du crétin, qui devient chaque jour davantage numérisé et analphabète. C'est, à mon humble avis, la cause de la lobotomisation de masse face à la propagande et du peu de réaction aujourd'hui de la jeunesse face à la privation de leur liberté. Avec 20% de jeunes Français qui savent à peine lire, comme nous l'indique Carole Barjon dans son livre « Mais qui sont les assassins de l'école ?» Donc des illettrés que de surcroît les écrans débilitent, il y a peu de risque que le pouvoir rencontre une contestation politique digne de ce nom. Donc c'est fabriqué à dessein. Cette entreprise de destruction au marteau-piqueur a commencé il y a des décennies avec Foucambert et les pseudo-pédagogues. Dans mon expérience personnelle, mes parents étaient instituteurs à Saint-Denis. Mon père avait dans les années 1980 25 élèves en CP. Et il obtenait les résultats suivants. Les plus rapides savaient tous lire à Noël, les moyens à Pâques, les plus lents en juin. Il n'y avait pas d'échec. Ces résultats, qui peuvent paraître aujourd'hui extraordinaires, étaient simplement dus à la méthode purement syllabique. C'est-à-dire qu'on ne confondait pas les mots et les images. Aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est plus le cas. L'école numérique est un désastre. Que peut-on attendre de bon à confier la formation, l'instruction, la transmission de nos enfants à des machines? Donc, ceci a créé deux voies, c'est-à-dire que nous avons une masse de plus en plus crétinisée qui est rivée aux écrans, qui rentre dans ce totalitarisme numérique dont je parle dans le débat interdit qui lui est proposé, qui subsiste sans le langage nécessaire pour clarifier sa pensée,
avec des sentiments également de plus en plus rudimentaires, puisque nous n'avons plus les mots pour dire nos émotions en réalité deviennent très barbares. La barbarie, c'est tout simplement l'absence de langage, en fait. C'est celui qui ne parle pas la langue. Hein. Donc, je crois qu'on en est là. Et nous avons une petite minorité qui continue de perdurer dans les livres et dans la réflexion. Et la problématique, c'est que nous sommes non seulement, comme le disait Aristote, des animaux politiques, mais nous le sommes parce que nous sommes des êtres de langage. Donc l'issue fatale de tout ça, c'est la dérive totalitaire que nous connaissons. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument, pour qu'il y ait une dérive totalitaire, qu'il y ait une coalition des masses et du pouvoir de l'idéologie. S'il n'y a pas cette coalition, ça ne fonctionne pas. Et nous voyons bien qu'il y a une coalition des masses. Donc la question, c'est, les masses étaient prêtes à ce totalitarisme. Elles étaient prêtes, elles l'ont demandé et elles en redemandent. Donc nous sommes dans une situation extrêmement critique où nous avons une dégénération de plus en plus stupide, illettrée, avec un QI global qui est en train de baisser, et des équations extrêmement problématiques et des impasses presque dans lesquelles nous sommes au niveau de l'histoire de l'humanité, dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Vous parlez aussi d'ailleurs dans votre livre d'un phénomène inédit dans les manipulations de masse, c'est-à-dire, je cite, la rencontre entre des techniques de propagande très élaborées, une connaissance du psychisme humain très élaborée, et le fait que les peuples, vous dites, ont été dépossédés de leur accès à l'analyse de la rhétorique, de leur accès à l'analyse de leurs émotions, de leur accès à tout simplement l'analyse de la manipulation des discours. Alors comment finalement ces deux phénomènes s'articulent? Et est-ce que finalement pour vous, les peuples ont été dépossédés de cette capacité à exercer leur esprit critique justement par la défaillance de l'instruction? Oui, absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va enseigner en primaire, c'est-à-dire au stade du développement logique de Piaget, donc c'est précisément le moment où on enseigne la logique, quand on enseigne à un enfant la grammaire, le latin, les mathématiques, comme on pouvait le faire avant, on lui apprend à prendre de la distance par rapport au discours. C'est-à-dire que si on enseigne la grammaire, on lui apprend à regarder le discours d'une autre façon, la langue d'une autre façon, à se distancer de cette immédiateté. C'est pareil pour le latin. C'est aussi pareil, d'une certaine façon, pour les mathématiques, puisqu'on va lui apprendre à raisonner. À partir du moment où on supprime ces enseignements, et comme on l'a vu, on supprime déjà l'accès à l'apprentissage clair et analytique de la lecture dans ces méthodes syllabiques qui, en fait, avec lesquelles on a de tout temps enseigné. Hein. Donc, d'un coup, on réinvente le fil à couper le beurre, il nous explique que le mot est une image, et donc, à partir de là, nous avons fabriqué des cerveaux qui ne savent pas réfléchir et qui confondent l'immédiateté avec, c'est une confusion, c'est l'immédiateté et leur opinion. Donc, il n'y a plus une capacité de distanciation et de réflexion. Et je ne parle même pas des enseignements, bien sûr, ensuite, hein, de la rhétorique, mais déjà ça au niveau de l'école primaire. Donc, en fait, tout ceci nous renvoie à un constat qui avait déjà été fait par Condorcet, c'est que pour avoir une démocratie ou une participation, on va dire, du moins du peuple aux décisions politiques, il faut qu'il y ait des peuples. Un peuple, ce n'est pas une masse. Aujourd'hui, nous appelons démocratie un système d'oligarques, voire de plutocrates, un gouvernement des riches, qui pratiquent la stigmatisation, l'inégalité de droits sur les masses, qui acceptent que certains citoyens puissent avoir des droits que d'autres n'auraient pas. Or, la démocratie, c'est l'égalité de droits entre les citoyens. Donc déjà, on voit bien qu'il y a une imposture, une fraude hein, sur une notion. Par exemple, l'année dernière, on a condamné des gens à l'ostracisme, on les a condamnés à la mort sociale, puisque je rappelle que certains soignants se retrouvent sans moyens de subsistance, dans des situations très critiques, pour avoir refusé de céder à un chantage impliquant une transgression sur leur corps. Donc c'est une manifestation criante de résurgence d'inégalité de droits. Nous avons eu, et c'est le philosophe italien Agamben qui en parle très bien et qui en a très très bien parlé ces 2 dernières années, une confusion majeure entre la vie et la survie. Et une réduction, avec cette suppression de nos droits inaliénables sous le prétexte de l'état d'exception, une réduction à une pure existence biologique.
Je vais citer Agamben dans son livre « Quand la maison brûle », il va dire tout simplement « Des hommes réduits à leur pure existence biologique ne sont plus des hommes ». Donc, une masse, c'est une somme d'individus qui ont renoncé à leur esprit critique et qui se soumettent à leur pure existence biologique, qu'on pourrait résumer comme une existence de consommation. Un peuple, c'est tout à fait autre chose. Un peuple, ce sont des individus qui n'ont pas renoncé à leur esprit critique, qui sont instruits et qui ont donc les outils de défendre leurs droits. Donc, aujourd'hui, la dérive totalitaire n'a pas du tout de peine à établir une psychose de masse, puisqu'en fait, elle n'a pas à créer la masse. La masse lui préexiste. Les individus de la masse ne sont plus des individus. C'est une espèce de corps collé où les personnes vont là où le vent souffle et sont réduites à des fonctions, des instruments de propagande. Donc, si le pouvoir dit rouge, la masse dira rouge. S'il dit vert, la masse dira vert. Donc, la démocratie est conditionnée à l'existence du peuple. Si le peuple n'existe plus, il n'y a plus de démocratie. Puisque la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Dans votre entretien avec Pierre Barnagас, vous soulignez aussi que pendant la crise sanitaire, les peuples se sont vus supprimer ce que vous appelez le droit à la vie héroïque. Alors, qu'est-ce que la vie héroïque pour vous? En quoi est-ce qu'elle consiste? Et en quoi, en fait, nous a-t-on supprimé le droit de mener cette vie héroïque pendant la crise sanitaire? Je crois que c'est une notion fondamentale. C'est-à-dire que il y a dans un texte de Simone Weil, le philosophe, une réflexion sur le sacrifice qui peut être tout à fait nécessaire dans des temps compliqués. C'est-à-dire, le sacrifice, c'est le fait de rendre sacré, de témoigner en rendant sacré des lois inaliénables, on va dire, pour l'être humain. La question est, est-ce que ce sacrifice naît de nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, nous voulons témoigner de lois transcendantes qui nous constituent en tant qu'êtres humains, ou est-ce qu'on l'exige de nous? Et à quel titre? Alors la dérive totalitaire exige le sacrifice de nous, notre propre sacrifice, il faut se sacrifier pour ceci, pour cela, pour cela, au nom d'intérêts singuliers, corrompus, de conflits d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les lois transcendantes, et nous prive de la capacité à précisément faire connaître notre sacrifice de nous-mêmes. Alors je crois que j'avais pris l'exemple de Saint François d'Assise, il me semble. D'ailleurs, j'ai été ravie de trouver un texte du philosophe italien Giorgio Agamben, toujours qui a vraiment sauvé l'honneur de la philosophie, où il interpelle le pape François pour salir l'œuvre de Saint François d'Assise. Qui était Saint François d'Assise? Saint François d'Assise a été canonisé comme l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, tout simplement parce qu'il n'est pas parti avec son masque, il n'est pas resté chez lui avec son masque et son gel hydroalcoolique à se laver les mains 15 000 fois par jour. Il est parti à la rencontre des lépreux. C'est-à-dire qu'il est parti dans une dimension sacrificielle, au sens où ce qui était important était de faire prévaloir le lien humain sur la possible contamination. C'était plus important de témoigner de l'amour entre les êtres humains, donc on est vraiment à l'inverse de la haine du délire totalitaire, que de préserver sa petite personne. Et c'est de cela qu'on nous a privés. Moi, je l'ai vécu réellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme en Colombie, on était confinés avec, pour la majorité des gens, pas de revenus, et que j'avais monté une action pour essayer d'aider les gens, il y a eu un moment donné, je devais aller à un endroit pour aller aider une communauté d'Indiens Kogi. Je n'ai pas pu y aller puisque tout simplement, je n'avais pas les autorisations de passage. Donc, en fait, c'est la suppression de cette possibilité, ce choix que nous avons. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité que nous avons à un moment donné d'aller traverser les risques et les dangers parce que nous voulons témoigner de quelque chose qui est plus important, qui est l'amour entre êtres humains. Donc, c'est ça, le droit à la vie héroïque, c'est la capacité
notre choix de pouvoir porter assistance à autrui au risque de notre vie. Et on peut être extrêmement choqué par le comportement de divers médecins qui ont refusé de soigner. La médecine doit être une vocation. J'ai un ami médecin qui m'expliquait qu'en au moment où il y avait tout le monde était absolument en panique en 2020, ses confrères n'allaient plus soigner les gens chez eux parce qu'ils avaient peur d'attraper le Covid. Et lui, donc, il s'est retrouvé, je crois qu'il a soigné entre 3 et 4 000 personnes, en fait. Il était tout seul à y aller. C'est la vocation du médecin. C'est une vocation hippocratique. On ne met pas des conditions pour soigner. Il n'y a pas de conditions pour soigner. C'est le sens du serment originel d'Hippocrate. C'est pourquoi Giorgio Agamben a insisté sur le fait que c'était toute une culture occidentale qui était en train d'imploser. Je vais le citer, en avril 2020, sous un pape qui s'appelle François, l'Église a oublié que François embrassait les lépreux. Elle a oublié que les martyrs enseignent la disposition au sacrifice de la vie plutôt que de la foi, et que renoncer à son prochain signifie renoncer à la foi. Et je remercie et je rends hommage à Giorgio Agamben. Alors, vous expliquez aussi que cette crise sanitaire a donné lieu à, je cite, une attaque sans précédent contre la tendresse humaine. Alors, en quoi cette attaque contre la tendresse humaine est-elle particulièrement grave selon vous? Quelles en sont les conséquences psychologiques et les principales victimes? La tendresse, c'est l'expression de l'amour pour autrui dans nos gestes et dans notre toucher. C'est l'exact inverse de la perversion. La perversion est l'expression de notre haine d'autrui dans nos gestes qui deviennent transgressifs. En psychologie, les milieux familiaux transgressifs, qu'on va appeler incestuels, sont des milieux pervers et on les reconnaît notamment à l'absence de tendresse entre les êtres de la même famille. Donc la tendresse, c'est une façon de dire je t'aime à l'autre, c'est une façon de choyer, d'exprimer de l'amour, de l'affection, et c'est une forme de communication qui passe par le toucher. Prendre la main de quelqu'un, une caresse, de la bienveillance, prendre quelqu'un dans les bras. Et bien évidemment, on voit bien qu'avec tous ces protocoles depuis 2020, c'est essentiellement cela qui est attaqué, puisqu'il s'agit de mettre une distance entre nous et le toucher devient quelque chose de dangereux. Ce qui, du point de vue épidémiologique, est complètement délirant, mais ça, c'est notre histoire. Donc maintenant, on ne se serre plus la main, on se tend le poing, c'est quand même tout de même assez évocateur. Les principales victimes, eh bien, c'est nous tous, bien sûr, mais essentiellement, ce sont les enfants. Parce que les enfants ont besoin, pour leur développement psychique, de se construire dans de la tendresse. Et c'est une des plus grandes maltraitances qui a été faite aux enfants ces 2 dernières années. Et qu'on ne s'étonne donc pas de l'augmentation sidérante du taux de suicide des enfants. Alors dans votre livre aussi, vous parlez des enfants en expliquant que dans les phénomènes totalitaires, ils sont les principales victimes du fait de leur innocence, car le phénomène totalitaire, effectivement, veut absolument cibler les innocents. Le phénomène totalitaire fonctionne à la logique sacrificielle. C'est-à-dire que c'est l'inverse du sacrifice dont on a parlé tout à l'heure, qui est de rendre sacré et qui émerge d'une décision personnelle, d'un libre arbitre personnel, qui est de faire passer effectivement l'amour et la foi au-delà de sa petite survie biologique. La logique sacrificielle du phénomène totalitaire, elle impose et elle désigne des boucs émissaires. La caractéristique du bouc émissaire, c'est qu'il doit être le plus innocent possible pour précisément pouvoir porter sur lui-même, se charger de la culpabilité du meurtre et de la culpabilité de ceux qui vont le charger. Et donc, bien évidemment, les enfants représentent cette figure de l'innocence. C'est la raison pour laquelle ils sont les cibles systématiques et immédiates des régimes totalitaires. Alors, vous consacrez aussi plusieurs pages aux différents profils qui sont susceptibles de participer ou d'être utilisés par la machine totalitaire et, à contrario, aux profils qui sont en mesure de résister à l'embrigadement.
quelles sont les principales caractéristiques, les profils des personnes qui sont susceptibles de participer activement au totalitarisme et au contraire les profils de celles qui sont en mesure de lui résister? Ce sont un peu des grilles de lecture pour faciliter le travail, mais on va dire que le totalitarisme, c'est un moment de folie au sens propre, au sens psychiatrique du terme. Et donc, il va falloir faire participer les fous. Hein, c'est-à-dire que c'est le moment où les fous prennent le pouvoir, tout simplement, et pas simplement en haut dans la société, mais c'est un système. Donc, les fous vont être encouragés à prendre le pouvoir. Alors, quand je dis les fous, je parle essentiellement donc, de la paranoïa, qui pour moi est la pathologie qui mène le délire du phénomène totalitaire, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que nous avons une alliance de différents profils dont je parle dans le livre et que je détaille, qui sont des profils délinquants, en fait. C'est-à-dire que criminels. Nous avons des profils de paranoïaques qui vont nourrir l'idéologie, c'est-à-dire le délire. Hein. C'est quoi une idéologie? C'est une croyance complètement qui n'est plus du tout en correspondance avec la réalité de l'expérience. Et plus on avance dans la dérive totalitaire, plus le phénomène est criant. Donc c'est un phénomène sectaire. Donc effectivement, les profils paranoïaques vont alimenter cette idéologie, vont la servir. Vous avez les profils psychopathes qui sont les miliciens du système, hein, tout simplement. Donc, les miliciens du système, eux, eh bien, font les bases œuvres du système. Et vous avez les profils pervers qui sont ceux qui vont récolter, jouir de la situation, en récolter les bénéfices, comme tous ceux qui récoltent systématiquement les bénéfices de la guerre, les bénéfices des crises, etc., sont des profils pervers. Mais tout ceci ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas dans la masse, et c'est le plus gros de l'histoire et c'est le plus inquiétant pour nous, une bascule de gens en temps normal, entre guillemets, normaux, basiquement névrosés, parce que nous sommes tous un petit peu névrosés pour pouvoir essayer d'interagir en civilisation, qui vont servir ce système-là. Donc les profils les plus dangereux du système totalitaire, finalement, ce ne sont pas les profils criminels, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ceux qui commettent les crimes sans l'intention de les commettre, c'est-à-dire cette fameuse banalité du mal dont parlait Hannah Arendt avec Eichmann. Hein, donc elle se rend compte que Eichmann, finalement, n'est pas antisémite, il n'est pas idéologue, c'est juste un fonctionnaire qui fonctionne. Ou nous pourrions prendre l'exemple de Franz Stagel, le commandant du camp de Treblinka, c'est-à-dire qui, à lui tout seul, a commandité l'assassinat de 900 000 individus, mais estime que les responsables, puisque finalement, lui, il n'avait pas l'intention de commettre des crimes. Donc, ce sont des profils qu'on pourrait intituler, du point de vue de la psychiatrie, névrosée obsessionnelle grave, mais qui vont basculer, qui vont, à la faveur de l'angoisse, qui vont se dessaisir de leur individualité, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être en capacité de répondre d'eux-mêmes, de répondre de leurs actes. Ils vont suivre le mouvement et ils vont devenir des instruments du système. Et on en a vu plein émerger, qui se sont mis à contrôler, à devenir des petits chefs-aillons, à contrôler les cartes d'identité à l'entrée des restaurants, à devenir des petits flics, à devenir des contrôleurs de tracking, etc. Et qui, d'un coup, se sont mis à servir sans réfléchir. Et ce sont les profils les plus dangereux. Ça, ce sont sans eux, il n'y aurait pas d'efficacité de la dérive totalitaire. Pour les traits psychiques des individus qui résistent à l'embrigadement totalitaire, Rainer Fulmich m'avait posé la question, j'y avais un petit peu réfléchi. J'ai rajouté des choses depuis, que je veux communiquer. Je me réserve le droit de faire évoluer ma pensée. Avant tout, des personnes qui ne vont pas renoncer à penser par elles-mêmes et qui ont acquis une certaine autonomie interne dans leur expérience de vie, dans leur développement psychologique et qui ne vont pas y renoncer à la faveur d'une menace. Alors, ce que je vais rajouter pour parler avec beaucoup de personnes, c'est qu'il me semble que notamment ces profils-là peuvent être des gens qui ont déjà été confrontés dans leur vie, soit à une menace de mort, soit à des expériences un peu extrêmes
mais qui les ont dépassés avec succès, ou encore des personnes qui ont déjà eu de l'expérience de ne pas rentrer dans différents types de corruption et qui ont posé des actes qui les ont renforcés par rapport à ça. Donc, la proposition totalitaire, c'est l'individu n'est rien, le corps collectif est tout. Donc, dans les profils qui résistent, ce sont d'abord des profils qui ont une capacité d'isolement, d'autonomie, qui n'ont pas peur de cette solitude et qui ont quelque part peut-être avancé davantage que d'autres sur la question de notre rapport à notre finitude, c'est-à-dire notre rapport à la mort. Je me faisais la réflexion que, effectivement, pourquoi davantage d'intellectuels en fait se laissent manipuler par la dérive totalitaire, ce qui n'est pas nouveau. Hannah Arendt l'avait dénoncé, Klemperer l'avait dénoncé. Davantage d'intellectuels que de paysans, en fait, je crois que le paysan est confronté régulièrement à la mort de ses bêtes, à la mort etc. Donc c'est quelque chose dont il a l'expérience. Alors que si on vit dans une grande ville et qu'on est très éloigné de la nature, on n'a pas forcément cette expérience de la mort. Au pire, on va perdre un parent et puis ça va être une épreuve absolument insurmontable. Et je crois que le faire d'expérience régulière de notre finitude, c'est-à-dire que nous sommes des êtres limités, nous conduit à valoriser la vie et non pas la survie. Nous savons que à un moment donné ou à un autre, ça sera notre tour. Nous avons conscience que nous n'occupons pas tout l'espace. Et ça, c'est très important parce que, comme je l'ai expliqué à maintes reprises également dans le livre, dans le totalitarisme, le temps fonctionne de façon circulaire et immobile. Et il n'y a plus de limite spatiale non plus, on vise l'expansion spatiale. Donc en fait, la question d'avoir intériorisé notre rapport à la finitude et peut-être d'en faire l'expérience tous les jours est quelque chose de très important. Pour les profils qui résistent aussi, je crois qu'il y a pour beaucoup la nécessité, enfin un rapport à la vérité, en tout cas une distinction entre la vérité et le mensonge, une grande capacité de ce point de vue-là. Il peut y avoir des profils qui résistent à l'endoctrinement totalitaire qui sont des gens, des délinquants, hein, je veux dire, des gens qui sont tout à fait justement au courant des méthodes et quand ils les voient venir, ne sont pas allés de la dernière pluie. Mais ils ont dans tous les cas une capacité à aller chercher la vérité. Dans le régime totalitaire, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire on se contente du mensonge, de l'arbitraire, de la promotion des médiocres. C'était Klemperer qui s'était fait cette réflexion, c'est-à-dire que le régime totalitaire fait accéder à des postes de responsabilité ou de médiatisation des gens qui ne sont pas des experts. Il promeut des faux experts. Enfin, je veux dire, on a vu ça, des urologues qui viennent nous parler de virus. Je veux dire, c'est la promotion de faux experts, alors que de véritables infectiologues ont été traités de tous les noms. Donc, il y a cette dimension. Et je parlais tout à l'heure de la question du rapport à la mort. Je pense qu'il y a aussi, enfin, moi je l'ai constaté, j'ai mes patients. J'ai vu que ceux qui ne rentraient pas du tout dans la propagande étaient des personnes qui avaient déjà vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de traumatismes et qui avaient donc eu cette expérience de prendre de la distance et d'avoir vu l'autre revers de la médaille. Donc, qui ne rentrait pas immédiatement dans le discours, mais qui interrogeait ce discours. Le totalitarisme, le traumatisme, il dit ce n'est pas grave, c'est pour votre bien que je traumatise. Quand on a déjà fait l'expérience de la maltraitance, on sait que ce genre de discours, c'est quand même jamais pour notre bien. Donc, voilà, il y a une capacité de distanciation qui est aussi liée à l'expérience de vie. Et aussi un ancrage avec l'expérience. On peut ne pas avoir nécessairement la capacité de réflexion, mais tout simplement avoir l'expérience que ça ne fonctionne pas comme ça, mais également l'expérience qu'il est fort probable que les gouvernants d'aujourd'hui ne veuillent pas notre bien. Ce serait même beaucoup plus probable que l'inverse. Donc déjà, de ne pas être dans ce prisme de se dire on nous prend en charge, on nous veut du bien, etc. Parce qu'en fait, quand on regarde un tout petit peu les profils et leur parcours, on a bien compris qu'il s'agit davantage de profils extrêmement cyniques
et qui iront à leur intérêt propre. Donc, je dirais la consolation des gens qui ont vécu des parcours très difficiles, c'est que finalement, ils ont l'expérience et on les entraîne moins. Ils sont moins influençables, en réalité, pour rentrer dans ce discours de la propagande et de l'idéologie. Et ils résistent davantage à la séduction du langage. Est-ce que justement, d'ailleurs, le fait d'être capable de résister davantage à cette séduction du langage dont vous parlez, est-ce que peut-être que justement les gens qui ont peut-être un niveau d'études très poussé serait peut-être plus facilement, paradoxalement, facile à séduire justement via le langage que des gens qui ont peut-être un niveau d'études moins poussé, mais justement un ancrage plus fort, soit un ancrage à la terre ou autre, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment le sens du livre que nous avons écrit avec Vincent Pavant, Le débat interdit, Covid, langage et totalitarisme. C'est de dire finalement, attention au langage. Il faut avoir une capacité de distanciation par rapport au discours qu'on vend. Et les intellectuels sont des êtres qui ne vivent souvent que dans le langage, qui sont très séduits par le langage. Donc c'est la raison pour laquelle c'était une majorité d'intellectuels qui ont soutenu le nazisme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons très peu d'intellectuels s'engager et avoir cette distance critique que pourtant on pourrait à première vue estimer qu'il serait censé avoir. Alors, dans vos chroniques, vous insistez aussi sur l'importance d'être en paix avec soi-même et notamment d'avoir combattu à l'intérieur de soi ses propres démons, d'avoir résolu ses propres problématiques de division et de haine. Et vous ajoutez aussi qu'il est important de se reconnecter à sa dimension transcendante pour combattre les totalitarismes. Alors, en quoi est-il important de faire un travail sur soi, un travail intérieur, pour être en mesure de résister aux phénomènes totalitaires, selon vous? La résistance au phénomène totalitaire, elle commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables de mener notre propre barque, de tenir dans l'adversité, nous n'aiderons personne. Nous ne serons capables de rien. Si nous y arrivons, si nous y parvenons, nous pourrons aider d'abord par une certaine exemplarité et aussi tout simplement par notre expérience d'avoir surmonté des obstacles. Je dis souvent qu'il ne sert à rien de faire toutes les réserves alimentaires du monde si nous n'avons pas une force mentale, morale, émotionnelle et spirituelle pour résister à l'adversité. Et je dis aussi souvent que la priorité dans cette histoire qui nous occupe aujourd'hui, parce que c'est un totalitarisme court qui ne se cache plus, cela va être de maintenir à flot notre santé mentale. Ce qui n'est pas simple quand le collectif devient fou. Donc, pour cela, et c'était Hannah Arendt qui en parlait, elle disait que le totalitarisme, ce qu'il craint le plus, c'est la spontanéité individuelle. Ce n'est pas une espèce de collectif institutionnalisé qu'on va pouvoir prévoir, dont on sait à quel endroit il va se réunir, une petite infiltration, on connaît tout le monde, etc. C'est tout simplement cette disposition à la création et à la vie qui fait qu'une personne se lève un matin et se dit « je vais faire ça, je vais faire ma résistance à cet endroit ». Et ça n'est pas prévisible pour le système totalitaire. C'est en fait la multiplication des grains de sable. C'est la seule guérilla dont nous sommes maîtres. Et pour cela, il faut avoir réglé plusieurs choses en soi. La première chose à régler, ce sont nos peurs. Évidemment, on a vu que c'était, comme le dit le psychiatre américain Mark McDonald, c'était d'abord une pandémie de peur. Parce que la peur nous paralyse, parce que la peur nous empêche de nous réaliser à l'endroit de notre vocation, de cet endroit où nous sommes appelés à faire des choses par rapport à notre nature propre. Et la peur entraîne des divisions nous-mêmes. Donc, il faut s'alléger de la peur. Il faut s'alléger aussi des émotions par lesquelles nous sommes manipulés, qui sont également, donc la peur, mais également des manipulations à la culpabilité, au sentiment de culpabilité. Hein. On se souvient de la fameuse campagne où les enfants vont tuer leur grand-mère si elles les embrassent. Donc, tout ceci doit être clarifié.
il est important de se clarifier intérieurement, de retrouver de la maîtrise sur nos émotions, de remettre au centre ce qui est important pour nous. Est-ce que ce qui est important pour nous, c'est notre survie biologique? Est-ce qu'une vie qui est une survie, qui est réduite à notre survie biologique, est une vie intéressante? Est une vie qui a du sens pour nous? Sinon, qu'est-ce qui a du sens pour nous? Le phénomène totalitaire est extrêmement violent, psychiquement, moralement, physiquement. C'est un phénomène, j'en parle aussi dans le livre, qui va venir interroger chacun sur différents types d'angoisses fondamentales, dont l'angoisse de perdre. Qu'est-ce que je vais perdre? Et c'est d'ailleurs parce que beaucoup n'affrontent pas cette angoisse de perdre qu'ils rentrent dans le déni. Ils refusent d'affronter cette réalité de qu'est-ce que je vais perdre. Mais nous devons nous préparer à perdre, parce que finalement, de toute façon, c'est le sens de la vie, d'apprendre à nous préparer à perdre. Mais également, nous devons nous préparer, comme le dit Solzhenitsyn, à la violence. C'est-à-dire que tout ceci parle d'un renfort, du fait de se renforcer intérieurement. Et pour se renforcer intérieurement, j'en ai parlé, il y a au niveau psychologique, au niveau moral, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, jusqu'où accepterons-nous de courber l'échine par rapport à des actions, à des propos qui nous révulsent moralement. C'est quand même une question fondamentale. Quelles sont les limites que nous posons à ça? Quelles sont nos limites? Sachant que le totalitarisme, il est sans limite. Il sera sans limite. Donc les limites seront celles que nous poserons, nous, les peuples, et que nous lui poserons, nous. Et ensuite, spirituel, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens à cette même question, qu'est-ce qui est ma motivation première dans mon lien aux autres, dans mon lien à moi-même? Est-ce que je reconnais qu'il existe une dimension transcendante? Est-ce que je suis un être essentiellement d'amour, ou est-ce que j'ai d'autres priorités? Tout ceci doit être clarifié. Et vous parliez des peurs auxquelles finalement le totalitarisme nous renvoie et de manière individuelle et auxquelles chacun doit répondre en son fort intérieur. On a aussi la peur de la mort, qui est une peur qui habite l'homme depuis la nuit des temps, mais qui peut-être aujourd'hui est peut-être plus forte, ou en tout cas est ressentie de manière différente, justement du fait d'une perte de spiritualité et je crois que vous écrivez dans un de vos textes que apprendre à mourir finalement, et donc apprendre aussi à accepter l'idée de la mort, de la finitude, c'est ce qui nous humanise, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Absolument. Parce que le fait de savoir que nous ne sommes pas immortels sur le plan physique nous oblige à valoriser notre vie. Qu'est-ce que nous allons faire de notre temps d'incarnation? Si nous sommes immortels, que ce soit fait aujourd'hui ou demain, ça ne changera rien. Là, puisque nous pouvons mourir tout à l'heure, demain, eh bien, que faisons-nous de notre temps de vie? Comment le valorisons-nous? Et c'est là qu'il y a la préparation des masses par le discours et du coup les actes du capitalisme, c'est précisément la confiscation du temps de vie. La confiscation du temps de vie qui n'a plus de sens et ne laisse plus aux gens le temps de penser à quel pourrait être le sens qu'ils donneraient à leur temps de vie. Alors vous écrivez aussi, là je vous cite, le totalitarisme risque de pousser de nombreuses personnes au fond de leur retranchement, dans ce lieu de leur être où elles toucheront l'expérience de l'amour inconditionnel, de la transcendance, de la pulsion de vie, de l'énergie spirituelle comme le nommait Bergson, ce qui en retour leur donnera la foi, la force, le courage et la détermination. Alors est-ce qu'on peut considérer finalement que le phénomène totalitaire possède une vertu qui est donc celle de mettre chaque être humain face à lui-même et de révéler sa nature profonde, peut-être aussi de lui permettre de se dépasser. Est-ce que le phénomène totalitaire n'agit pas comme une espèce d'aiguillon qui exige que nous revoyions à la hausse l'échelle de nos valeurs et de notre conception de la vie? Oui, de facto, je crois que c'est ce que ce phénomène vient interroger. En fait, le phénomène totalitaire interroge tous nos liens d'attachement. C'est-à-dire,
il y a une mise en scène, on l'a vu, hein, une mise en scène de toute façon, la peur de mourir, la peur de la mort, la perte, hein, qu'est-ce que nous allons perdre, même de façon arbitraire. Puis cette mise en scène, on l'a très bien vu, hein, la suspension du contrat de travail, c'est une perte. Hein. Donc, qu'est-ce que nous allons perdre? Et la question que met en scène le phénomène totalitaire, c'est Solzhenitsyn qui le décrit très bien dans l'archipel du Goulag. Donc, nous pouvons perdre nos proches, nos maisons, nous explique que bientôt nous n'aurons rien et nous serons heureux. Hein. Donc, on nous explique en clair qu'on va avoir une espèce de collectivisme qui va nous supprimer notre propriété privée. Ça, c'est le programme actuel. Donc, ces attachements d'ordinaire extérieurs à nous-mêmes sont ce qui nous sécurise. Hein. On se sécurise avec ces repères extérieurs. Je vais au travail de telle heure à telle heure, j'ai telle ou telle personne dans mes proches, etc. Donc, on se sécurise par ces phénomènes d'attachement extérieur. Or, dans un contexte d'insécurité radicale, et j'avais écrit il y a quelques années un petit livre qui est maintenant disponible en poche, qui s'appelle Se sentir en sécurité, chez Payot, qui parle de cela, c'est-à-dire comment créer notre sécurité intérieure dans un environnement qui ne nous donne plus aucun sentiment de sécurité. Depuis mars 2020, le monde entier a expérimenté que du jour au lendemain, nous pouvions basculer dans un état d'exception qui nous confisque tous nos droits fondamentaux, qui oblige une grande partie de l'humanité à rester dans l'interdiction de travailler, sans revenus pour survivre. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'en Occident, il y a eu quelques pays un peu choyés que ça a été le cas du monde entier. En Amérique du Sud, pas aller travailler, c'est ne pas bouffer. Point. Qui a confisqué aussi aux enfants un droit fondamental, celui de l'instruction. Là où je suis, pendant des mois, les enfants sont restés sans instruction. Donc, en clair, du jour au lendemain, le message, c'est tout peut basculer. D'ordinaire, nous le savons, mais en théorie, nous ne l'expérimentons pas. Aujourd'hui, nous l'avons tous expérimenté. Et ceux qui ont davantage de capacité de résilience sont ceux qui ont déjà expérimenté ce rapport à la perte. Donc, le totalitarisme, il pose la question suivante. Qu'est-ce qui te reste lorsque tu as tout perdu? Qui es-tu quand tu as tout perdu? Et c'est une question essentielle pour nous. Alors, vous consacrez aussi un des chapitres de vos chroniques à la notion de charité. D'ailleurs, vous faites la différence entre charité et solidarité. Et vous expliquez que la charité est le remède au totalitarisme. Et puis vous ajoutez que l'Occident vit aujourd'hui le miroir de son absence de charité, qui a pour corollaire une culture de l'abus. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, premièrement, la différence entre la charité et la solidarité, et puis ensuite nous expliquer pourquoi, selon vous, en quoi l'Occident a-t-il abandonné cette charité, et en quoi la charité est-elle le remède au phénomène totalitaire? C'est un constat personnel. Hein. Et d'ailleurs, on le retrouve dans la langue. Hein. C'est-à-dire quand vous évoquez le terme charité, les gens ils vous reprennent, ils vous disent non, solidarité. Ils préfèrent la solidarité. Alors la solidarité, elle suppose de l'échange, de la réciprocité. On est une chaîne solidaire. C'est-à-dire je te donne, tu me donnes. Donc on attend que l'autre nous redonne. Donc il y a un entrelacement entre soi et autrui, et on s'entrelace pour former la chaîne de solidarité. Donc cette notion d'échange presque obligatoire, presque requis, me fait largement préférer la notion de charité à la notion de solidarité. Parce que finalement, on se rend compte, quand on creuse un petit peu derrière ce terme solidarité, qu'effectivement, en Occident, moi je connais, je vis en Colombie, je suis franco-colombienne, je vois la différence. En Occident, il n'est pas question de donner sans recevoir. Donc, il y a une exigence de la réciprocité et de cette interdépendance. La charité, c'est tout à fait différent. La charité, c'est rien d'humain ne m'est étranger. Et je donne, peu importe que je reçoive ou pas, ce n'est pas du tout important. C'est-à-dire que dans la charité, on n'a pas besoin de former une chaîne. C'est un don pur. C'est-à-dire un don sans rien attendre, sans rien demander à l'autre, un don sans condition. Elle est d'ailleurs dans les 3 vertus théologales du christianisme. C'est-à-dire que c'est la manifestation de l'amour
inconditionnel de son prochain. Pour saint Thomas d'Aquin, la charité était la forme suprême de toutes les vertus théologales. C'est-à-dire qu'en fait, dans la charité, on vient donner pour soulager autrui, pour l'aider, et c'est la seule ambition. Et d'ailleurs, c'est au fondement de la civilisation. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ce fameux don anthropologique qui appelle le contre-don, ce n'est pas un contre-don, chez Marcel Mauss, qui est une nécessité de rendre le cadeau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait une œuvre de charité, qu'on a allégé les souffrances de quelqu'un, naturellement, cette personne viendra alléger les souffrances d'une autre personne. Ce n'est pas orienté sur notre petite personne. Donc, pour moi, la charité, c'est le lieu du pur amour. Donc, c'est un lieu qu'évidemment, tous les tyrans haïssent. Hein. C'est l'œuvre de miséricorde. Et donc, je crois que c'est le remède au totalitarisme. Et je pense que l'Occident retrouvera ça une fois que, et c'est en cours, le confort matériel de surface lui sera peu à peu supprimé. Parce que finalement, on se rend compte que ce qui est important, ce n'est pas vraiment l'autre. Ce qui est important, c'est comment nous grandissons à travers différentes épreuves. Donc, ce qui nous fait grandir, tout simplement, c'est effectivement ce don inconditionnel. Et je crois que, évidemment, c'est l'inverse de la peur, de la sécurisation de sa petite personne, etc. Et j'avais fait cette chronique après un passage à Marseille. Il y a un lieu très important à Marseille, c'est la Vieille Charité, donc qui était un lieu refuge de l'histoire marseillaise, hein, où il y a eu énormément de miséreux, d'enfants, de vieillards, etc., qui avaient été accueillis. Et j'ai été extrêmement, presque sidérée de voir que cette Vieille Charité qui avait accueilli autant d'indigents était maintenant soumise au pass sanitaire. Donc, cela m'a interrogée sur les lieux refuges. C'est-à-dire que dans toute civilisation, en tout cas dans notre civilisation, il y a toujours eu des lieux refuges où on accueillait des gens sans se demander d'où ils venaient, ce qu'ils avaient fait, s'ils étaient criminels ou pas, etc. Parce que ces lieux étaient des lieux de non-jugement, d'amour pur et d'hospitalité pure. Et l'hospitalité pure, c'est essentiel à la civilisation. C'est l'ouverture de ses portes à qui que tu sois. Et donc, j'ai écrit cette chronique parce que je me suis demandé où étaient désormais les lieux refuges, puisque même la Vieille Charité avait été prise dans ce pass sanitaire. Alors, pour conclure, peut-être quel est le point principal que vous aimeriez que nos auditeurs retiennent de cet entretien? Le point principal que j'aimerais que les auditeurs retiennent de cet entretien, c'est qu'il est essentiel d'aller comprendre dans quoi nous sommes. Parce que une fois qu'on a compris dans quoi nous sommes, nous pouvons réussir à trouver des stratégies pertinentes de réponse à ce dans quoi nous sommes. Et cela implique des efforts, cela implique du temps, cela implique de la réflexion critique. C'est vraiment le sens de mon ouvrage Chronique du totalitarisme, c'est d'aider à comprendre ce dans quoi je crois que nous sommes, d'après ma perspective. Mais je crois que ma perspective n'est pas totalement erronée quand j'arrive à faire des prédictions sur ce qui va se passer, sur ce qui est vérifiable depuis l'année 2020. C'est pas parce que je suis médium, c'est parce que tout simplement j'ai le bon paradigme d'analyse. Une fois que vous avez le bon paradigme, vous pouvez prédire ce qui va se passer. Et prédire ce qui va se passer, ce n'est pas pour, encore une fois, nous orienter vers notre petite personne, mais nous dire, est-ce que l'humanité compte à mes yeux? Qu'est-ce que je voudrais transmettre à mes enfants? Est-ce que je voudrais leur léguer quelque chose de mon action
de protection et de défense de cette humanité. Et qu'est-ce que nous devons à nos ancêtres également? Et ça, c'est une question qui me hante personnellement, qui pour moi est un gros moteur d'action. C'est que nous ne pouvons pas jeter à la poubelle tant de luttes passées pour nos droits qui ont été effectuées par nos ancêtres, et tant de transmissions sur des millénaires qui aujourd'hui peuvent pourtant œuvres de transmission qui peuvent potentiellement partir en fumée du jour au lendemain. Merci beaucoup pour votre éclairage, Ariane Bihan. Merci à vous.